10 septembre dernier, l'appel Bloquons-tout a réveillé une colère qui rappelait les ronds-points de 2018 avec les gilets jaunes. Dans les cortèges comme sur les réseaux, un mot est revenu avec insistance, un motif, celui du mépris. Mépris d'un gouvernement jugé sourd aux mobilisations, mépris des hiérarchies dans les services publics, mépris ressenti face aux inégalités sociales et aux décisions politiques. Des hôpitaux aux usines, des budgets nationaux à la scène internationale, ce sentiment s'impose aujourd'hui comme l'un des moteurs des colères contemporaines et nourrit les populismes qui transforment cette humiliation en colère politique. Alors, que dit le mépris de notre temps et qu'est-ce que le mépris social? Pour nous éclairer ce soir, un invité, François Dubet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie émérite à l'université de Bordeaux 2, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous ferez paraître le 26 septembre prochain cet ouvrage aux éditions du Seuil et intitulé Le mépris, émotion collective, passion politique. Merci d'être venu ce soir dans Question du soir. On en a marre en fait de ces gouvernements qui n'entendent pas le peuple et donc on est là pour vraiment se faire entendre, faire en sorte qu'on soit vraiment, qu'on soit plus les dindons de la farce. Aujourd'hui on a des aides aux entreprises qui sont énormes, on a un mépris des citoyens et donc on a besoin d'une justice sociale et fiscale aujourd'hui. Les travailleurs ils sont tellement méprisés actuellement par ce gouvernement et par M. Macron que en fait ça ne peut plus continuer comme ça. C'est un mépris sur les services publics, c'est un mépris sur les agents hospitaliers, c'est un mépris sur les agents RATP, sur les agents SNCF. Dès que tu es travailleur en France, en fait, tu es méprisé. Comment expliquez-vous, François Dubet, que ce motif du mépris revienne par-delà les manifestations, par-delà les mobilisations et ayant pour objet justement des objets extrêmement divers ? Alors, je crois qu'il faut partir d'un paradoxe. Alors, ce paradoxe suppose avoir un peu de profondeur historique. Je veux dire, dans la société de caste, le mépris fait partie de l'ordre du monde. Dans la société de classe que j'ai connue, la société industrielle, avec les ouvriers, les patrons, etc., le mépris structure les rapports de classe, mais d'une certaine manière, les individus en sont protégés. Je m'explique. Vous êtes méprisés parce que vous êtes paysans, parce que vous êtes ouvriers, mais c'est nous les paysans, nous les ouvriers, eux les bourgeois. Donc c'est à la fois un système de hiérarchie et de regard dominant, mais il y a quand même des identités collectives qui résistent. C'est le collectif qui protège. C'est le collectif qui frappant. proteste. Bon, il y a des livres célèbres, notamment en Angleterre, sur nous et eux. Eux, c'est des bourgeois, des snobs, des prétentieux. Nous, on est des travailleurs, on aime le football, on a cette manière de vivre. Alors, il y a du mépris, évidemment. Et ce mépris, d'ailleurs, est extrêmement fort. Je veux dire, le mépris de classe est d'une brutalité sans nom. Je ne parle pas du mépris de sexe. Je veux dire que Simone de Beauvoir est une voix un peu isolée dans les années 60, dans l'ordre du mépris à l'égard des femmes ou à l'égard des minorités. Je veux dire, le racisme est une opinion jusqu'aux années 60, quasi acceptable. Bon. Donc vous avez un mépris qui structure les rapports sociaux, mais dont les individus sont relativement, c'est un paradoxe, préservés. Bon. Je donne un exemple très simple. Quand j'étais étudiant, 15% des jeunes étudient, les autres travaillent. Bon, c'est une inégalité incroyable. Mais ceux qui travaillent ne se sentent pas écrasés de mépris par ceux qui étudient, c'est des mondes un peu séparés. Bon. Aujourd'hui, tous passent le bac, presque, tous sont étudiants, presque, et vous avez une échelle du mépris qui n'en finit pas entre les filières, les sections, les établissements, les matières, les disciplines. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les inégalités sociales se sont individualisées, se sont singularisées. Et quand vous faites des entretiens, les gens vous disent « je suis inégal en tant que ». En tant que j'ai des diplômes, que je vis ici, que je suis de telle origine, que j'ai telle sexualité, etc. Donc, les inégalités sociales ont explosé, pas simplement au sens Piketty, parce qu'elles ont grandi, mais parce qu'elles se sont multipliées à l'infini. Est-ce que néanmoins, ce mépris, ce sentiment de mépris, perçu ou réel,
permet de créer d'autres identités collectives quand on observe l'émergence d'un mouvement comme celui des Gilets jaunes, quand on observe également les différents mouvements sociaux qui ont émaillé l'actualité en septembre dernier. Le motif de mépris revient régulièrement. On a l'impression qu'il est capable d'unir les contraires presque. Le mépris, c'est une émotion, donc c'est pas la cause des Gilets jaunes. Je veux dire. Non, mais il pourrait être fédérateur. Non, mais il est la couleur émotionnelle, si vous voulez. Il est fédérateur, mais il ne donne pas d'objectif politique. Les Gilets jaunes n'avaient pas de. Le sentiment de mépris ne se transforme pas en projet politique. Pourquoi ? Parce que le mépris est une émotion assez. Je ne pense pas que ce soit une émotion vraiment démocratique. C'est-à-dire que c'est une émotion démocratique parce qu'on se sent égal, donc on se sent méprisé. Mais ce n'est pas une émotion démocratique parce qu'on ne se libère du mépris qu'en méprisant à son tour. Je veux dire que je vais prendre un exemple qu'on a sous les yeux, c'est quand même c'est le Trumpisme. Trump a agité le sentiment de mépris du peuple américain authentique, vrai, blanc, etc., écrasé par les étrangers, les minorités, etc. C'est-à-dire qu'il leur a donné des ennemis qu'il le libère du sentiment de mépris. Donc, comment dirais-je, le mépris, c'est pas directement un conflit social, c'est une émotion dont on ne se détache qu'en méprisant à son tour. Donc ça, c'est une évolution très très forte. Il y a aussi le fait que, en France en particulier, que des institutions qui conféraient aux acteurs une dignité, l'idéal de l'école républicaine, enfin c'était la caricature, c'est les instituts sont pauvres mais respectés. Bon. Aujourd'hui, ils sont pauvres et vous disent personne ne nous respecte. C'est la même chose dans le monde de la médecine, c'est la même chose dans le monde du travail social. Parce qu'il y a, Weber aurait appelé ça la rationalisation du monde, le désenchantement, et on perd son piédestal. Et donc, vous avez un sentiment de mépris qui n'explique pas les mouvements sociaux. Je voudrais bien me faire comprendre, ça serait grotesque de dire c'est une émotion qui explique le monde. Mais cette émotion qui procède de l'expérience qu'on a du monde, la chute, les inégalités, la nation qui se défait, l'école qui s'effondre, et c'est pas français. Je veux dire, on a ça à peu près partout. On sort du monde des sociétés démocratiques, industrielles, des luttes de classe, et donc cette émotion va devenir un vecteur politique, comment dirais-je, un carburant politique. Et un carburant politique qui, de mon point de vue, même si le sentiment de mépris est légitime, ce carburant politique est un peu inquiétant parce que on va s'en libérer en désignant des ennemis, Est-ce que le peuple méprise également les élites? Et par les élites, j'entends les représentants, les journalistes, les personnes fortunées, ou est-ce que c'est une autre forme de sentiment et il faut le qualifier autrement? Il faut être un peu nietzschéen sur le mépris. C'est-à-dire que c'est une émotion qui circule. Bon, je veux dire, je vais prendre un exemple qui est quand même extrêmement impressionnant. Jusqu'aux années 80, dans les pays industriels, les ouvriers, les travailleurs non diplômés votent à gauche. Démocrates, travaillistes, à gauche en France. Socialistes ou communistes. Bon. Aujourd'hui, ce qui détermine le vote, c'est le diplôme. Et les non-diplômés votent contre les élites parce qu'ils ont le sentiment... Quand vous dites ce qui détermine, c'est la variable la plus importante. C'est la variable la plus décisive. Et évidemment, ils votent contre ceux qui les auraient méprisés dans l'expérience scolaire, etc. Et donc, vous retournez le mépris. Le discours de Trump... Le discours hallucinant de Trump. J'avais l'impression d'être dans un film de Charlie Chaplin sur le dictateur. Enfin, c'était délirant. Trump qui dit il n'y a pas de problème de vaccin, il n'y a pas de problème de climat. Vous êtes méprisé par tous ces savants. Je vous invite à les mépriser à votre tour. Donc, vous n'en sortez qu'en retournant le mépris contre d'autres. Le fait d'être en bas et d'être méprisé ne vous empêche pas de mépriser des gens qui sont encore plus en bas et encore plus méprisés, qui eux-mêmes ne se libèrent du mépris
que de cette façon. Alors à ce sujet justement, François Dubet, pourquoi parlez-vous de concurrence des mépris entre groupes sociaux? Qu'est-ce que vous voulez signifier par cette expression? Je crois que... C'est troublant le terme de concurrence justement oui, pour aborder la notion de mépris. Le thème de concurrence, je le prends pour les problèmes de... Je le développe à propos du problème des discriminations. Bon. Je veux dire que quand on quitte la société industrielle classique, celle que j'ai connue et pas vous, on quitte l'idée que la justice sociale, c'est d'abord la réduction des inégalités de conditions. Et s'installe progressivement une conception des inégalités qui est les discriminations. La vraie injustice aujourd'hui, c'est la discrimination, c'est-à-dire le fait d'enfermer un individu dans des stigmates, etc., qui l'empêchent de concourir à égalité avec les autres. En fonction, voilà. Mais sur ce point d'abord, pardonnez-moi, oui. Est-ce que c'est bien vrai quand on regarde par exemple les sujets prioritaires pour les Français? C'est d'abord la santé, c'est d'abord les inégalités fiscales. Oui. Le sujet du moment dans l'actualité, c'est est-ce qu'il faut ou non taxer les plus fortunés? Là, on est plus sur une dimension collective et d'amélioration des conditions de vie. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience singulière des individus. L'expérience singulière, quand vous voulez, c'est de dire aujourd'hui vous êtes tenu d'être l'auteur de votre vie. Ça, c'est démocratique, c'est bien, je suis pour. Mais c'est un impératif extrêmement cruel parce que si vous échouez, c'est de votre faute. Et donc, vous ne vous libérez de ce sentiment d'échec qu'en le retournant contre des ennemis, etc. Mais ça n'empêche pas, évidemment, de dire le système est injuste. Et tout. Alors, où se loge la concurrence, justement, des mépris? La concurrence, c'est que d'une certaine manière, la lutte contre les discriminations des uns est vécue comme une discrimination par les autres. Je prends un exemple extrêmement simple et qui en est presque gênant d'une certaine façon. On lutte contre les discriminations des minorités et les majorités vous disent c'est une manière de nous discriminer, nous, et de renverser le stigmate. De renverser le stigmate. C'est-à-dire que si vous prenez encore une fois le trumpisme, parce que c'est une caricature extraordinaire, ils vous disent la minorité des travailleurs chrétiens blancs est la vraie minorité discriminée dans notre pays. Mais c'est objectivement faux. C'est parfaitement faux. C'est parfaitement faux. C'est une domination de classe, tout ce qu'il y a de traditionnel, c'est parfaitement faux. Vous avez exactement les mêmes choses en France quand beaucoup de gens vous disent quand même aujourd'hui les assistés, les chômeurs, les gens des quartiers difficiles, c'est quand même eux les vrais privilégiés parce que c'est nous qui travaillons, etc. Vous avez des réflexes virilistes en même temps que l'égalité des sexes va plutôt dans le bon sens quand même sur la période des décennies, je veux dire, eh bien vous avez des réactions disant c'est une atteinte à l'égalité des hommes, à l'égale dignité des hommes. Donc le problème qui est posé, si vous voulez, avec ça, c'est le problème de la reconnaissance. C'est-à-dire que si vous êtes tenu au nom de l'égalité, de reconnaître l'égale dignité d'une identité qui n'est pas la vôtre peut se trouver menacée. Je vais vous faire entendre la voix à ce propos d'un clash, comme on dit, entre Xavier Mathieu, spécialiste et syndicaliste, et acteur par ailleurs, et il, j'allais dire, s'envenimait avec Routel Krief, journaliste sur BFM TV. Merci Xavier Mathieu, on voit bien que vous êtes comédien aujourd'hui. Nicolas Bétou. Attendez, quel rapport? Vous avez beaucoup de passion et beaucoup d'éloquence et beaucoup de talent. Quel rapport avec le et comédien? beaucoup de talent dans la communication. Ça fait 10 ans que je fais des débats télé. Quel rapport avec le comédien? Vous ne me prendrez pas de haut. Vous ne me prendrez pas de haut, s'il vous plaît. Vous l'avez fait pendant 2 heures avec les gens qui étaient en face de vous. Oui, ouais, sans arrêt. Le mépris de classe, il a été des deux côtés des ministres et du vôtre en même temps.
Et on peut répondre. Moi, les gens qui étaient en face de vous tout à l'heure, alors, monsieur Mathieu, je vais vous répondre, s'il vous plaît. C'était les miens. Et de les 8, je suis le seul à connaître ce que ces gens vivent. Je suis le seul à vivre ce que ces gens vivent. Je suis le seul à avoir vécu ce que ces gens vivent. Monsieur Mathieu, s'il vous plaît. Et je n'ai aucun mépris de classe pour personne. Et je ne pense pas. Si vous parlez avec ces gilets jaunes... En me disant, on voit que vous êtes comédien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de talent oratoire. Non, vous êtes méprisable. Non. Vous êtes méprisante. Okay. Un extrait sonore râpeux, difficile à entendre, hein, il faut le dire quand même, François Dubet, donc pardon pour cela. Vous êtes méprisante, vous êtes méprisable. C'est peut-être l'illustration que le mépris semble, au moins subjectivement, aller dans les deux sens. Mais évidemment. Vous me méprisez parce que je suis comédien, dit l'un, et l'autre dit vous me méprisez parce que vous me soupçonnez de vous mépriser, etc. Mais est-ce qu'il y a tout de même une égalité justement dans le mépris? Il y a évidemment une inégalité dans les rapports sociaux. Mais ce qui me paraît décisif aujourd'hui, et qui change la nature des choses, c'est qu'on n'est pas simplement dans du mépris de classe qui est organisé, si je peux me permettre, c'est qu'on est dans l'expérience quasiment du regard des autres. C'est ça. On dit une société d'individus, ben c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, vous êtes dans le regard des autres. Et regardez, par exemple, le poids des récits autobiographiques qu'on appelle des transclasses, etc., dont certains sont admirables et faits par des auteurs formidables, mais qui ont tous cette idée, on ne se libère jamais du mépris initial, on ne se libère jamais du fait d'avoir réussi en trahissant ses origines, etc. Et on a envie de dire, mais personne vous a obligé à réussir. Bon, mais ça devient une expérience dont on ne se détache pas. J'ai envie de dire, c'est comme ça. Il n'y a pas ni à le condamner, ni à s'en réjouir. Le problème que ça pose, c'est que le problème que ça me pose en tout cas, c'est le problème de la traduction politique. C'est-à-dire que le mépris fabrique de l'indignation, ce qui est un sentiment vertueux, mais il arrive que ce soit une indignation qui tourne à vide. Enfin, il m'arrive de penser que ce sont souvent des postures plus que des indignations pratiques, et ça produit une espèce de ressentiment qui n'en finit pas. Donc vous avez quand même un lien, j'aime pas tellement le mot populisme, mais j'en ai pas d'autre, un lien entre les populismes et la mobilisation du mépris. Le leader populiste ne cesse de dire « je parle au nom de ceux qui sont méprisés », et ceux qui sont méprisés vont trouver une identité de peuple dans le rejet de ceux qui les dominent. Alors, mais pourtant, François Dubet, est-ce qu'on ne peut pas penser, dire, expliquer que le désir de reconnaissance, c'est aussi une motivation légitime pour s'engager politiquement, et que surtout ce sentiment de mépris est parfois objectivement construit par certaines élites également? Mais, pour qu'il y ait du mépris, il faut qu'il y ait des méprisants. Le problème, c'est que vous êtes aujourd'hui à la fois souvent méprisant et méprisé. On l'entendait dans l'extrait. Je vais prendre un cas. On peut dire, par exemple, les enseignants se sentent méprisés, et l'école, je ne vais pas dire les enseignants, et l'école méprise ceux qui n'ont pas de diplôme en disant si vous n'avez pas de mérite académique, au fond, vous ne valez rien. Donc, c'est des mécanismes qui font qu'on n'y échappe pas. Mais il me semble que le problème qui est posé aujourd'hui, c'est de transformer ces sentiments de mépris, qui sont légitimes ou pas, enfin c'est une autre affaire, mais de les transformer en force démocratique. Or, pour moi, le problème, c'est que c'est pas nécessairement une passion démocratique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est très clair, mais alors justement, comment est-ce que l'on traduit ce sentiment, cet affect, en, j'allais dire, en sentiment démocratique fécond? Eh bien, par exemple, cet affect sur les entretiens que vous avez donnés au début de gens qui manifestent, si vous dites « je suis méprisé et je veux de la reconnaissance politique et j'ai des projets et j'ai des revendications », le mépris devient une passion démocratique.
C'était le cas, pourrait-on dire, pour les Gilets jaunes. Certains abordaient la reconnaissance par le truchement du pouvoir d'achat, d'autres par la reconnaissance politique à travers le RIC. Il y avait des traductions politiques. Bien évidemment, je ne suis pas en train de taper les Gilets jaunes. Enfin, on donne là aux politiques une notion, une conception extraordinairement élargie. Parce que d'une certaine façon, ça n'a donné aucun projet politique. Ça a donné des demandes hétérogènes. Moi, j'ai regardé D'ailleurs, c'est assez amusant. Quand les Gilets jaunes se sont mobilisés, le monde intellectuel était plutôt distant, on va dire. Et puis, le temps passant, les Gilets jaunes sont devenus l'incarnation de la révolte populaire, etc. Mais quand vous regardez les revendications des Gilets jaunes, c'était une somme de revendications individuelles hétérogènes. Ce qui manque, c'est la capacité politique de transformer la révolte primitive, pour parler comme les sociologues, en mouvement social. C'est ça qui est le problème. Je prends un exemple qui est bien plus sensible que les Gilets jaunes. Depuis 40 ans, vous avez des émeutes de banlieue. À part un mouvement en 83-84 qui s'appelait « Touche pas à mon pote », jamais ces révoltes légitimes ne sont devenus des acteurs sociaux. Mais pardonnez-moi, est-ce que là encore, c'est de la faute de celles et ceux qui se mobilisent? On a quand même du mal à. J'ai quand même du mal à comprendre en quoi c'est un problème que l'on peut adresser à la mobilisation plus qu'à celles et ceux qui peuvent prendre des décisions. C'est pas de la faute des gens qui se battent et qui se mobilisent. C'est que le poids de cette émotion fait qu'aujourd'hui, soit elle a une traduction politique que je trouve inquiétante. Je pense à Trump et à d'autres, ou aux manifestations en Angleterre il y a quelques semaines, quelques jours, etc. Et c'est un peu embêtant quand vous avez cette espèce de lien immédiat du sentiment de mépris à la politique, soit vous avez ce qui est aussi vieux que le monde, une capacité politique de transformer des émotions, de les refroidir pour les transformer en revendications politiques. Et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai quand même quelques raisons d'être inquiet. Je me réjouis de ce que les syndicats se mettent quand même un peu devant, parce qu'il y a une forme de rationalité, de refroidissement des colères. Mmh. Mais si vous n'avez pas cette capacité politique, vous êtes dans une sorte de face-à-face entre du pouvoir qui est ce qu'il est et des colères. Et la démocratie, ça consiste à imbriquer les deux. Moi, j'aime bien Montesquieu. Qu'est-ce qu'un sociologue, François Dubet, vient faire avec le mépris qui est d'abord et avant tout, on l'a dit, une impression, un affect, un sentiment? Quels outils la sociologie vous offre-t-elle pour aborder cet objet-là? J'ai le privilège de l'ancienneté, si je peux me permettre. Et donc de choisir vos objets de recherche? D'abord, je fais ce que je veux. Je n'ai franchement de problème de carrière. Mais ce qui m'intéresse, pour parler sérieusement depuis quand même longtemps, c'est pas la mesure des inégalités, c'est l'expérience des inégalités. Ce que je crois décisif, évidemment, c'est pas de mesurer, il faut le faire. Les gens font ça admirablement, de mesurer les positions sociales, etc. C'est de savoir comment ces inégalités, ces positions sociales sont vécues par les acteurs. Et là, on entre dans une question passionnante, parce que c'est pas forcément les très grandes inégalités qui choquent, parce que beaucoup d'inégalités sont perçues comme parfaitement légitimes, d'autres sont comme ça. Il y avait quand même une intuition géniale de Tocqueville. Tocqueville vous disait, je débarque dans un pays, il n'y a plus de caste, il n'y a plus d'aristocratie, c'est la démocratie, et les gens se détestent. Vous parlez de l'Amérique. Oui, de l'Amérique, évidemment. Et ils se détestent parce qu'ils sont égaux. Voilà, parce qu'ils sont, d'une certaine manière, en concurrence. Et donc, il faut des capacités politiques pour rendre ce monde-là vivable. Je ne crois pas faire œuvre de prophète en observant quand même que les catégories, les imaginaires, les représentations politiques qui ont dominé les sociétés industrielles, que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France ou l'Italie, sont liquidés. Et qu'on a cette espèce de vide. Et ce vide est rempli par des émotions. Ce vide, je veux dire, Madame, la première ministre italienne, elle est le produit de Pepe Grillo.
Giorgia Meloni est le fruit de Pepe Grillo. Ben oui, c'est quand même Pepe Grillo qui a mis pardonnez-moi, le bordel. En disant, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a que des humiliés, etc. etc. Aujourd'hui, s'il y a des élections en Angleterre, c'est l'extrême droite qui gagne. Qui aurait imaginé ça? L'AfD remonte en Allemagne, qui avait une sorte de barrière là-dessus. La France n'a pas de leçon à donner au reste du monde. Donc, il faut quand même s'interroger sur le fait que l'expérience des inégalités n'entre plus dans les catégories politiques capables de les gérer. Et au fond, elles produisent ces passions politiques qui sont quand même, je trouve, plutôt une menace pour la démocratie. Merci beaucoup François Dubet. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie émérite à l'Université de Bordeaux 2, ce qui vous laisse le temps de choisir vos objets de recherche. Directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et vous ferez paraître le 26 septembre prochain cet ouvrage aux éditions du Seuil intitulé Le mépris, émotion collective, passion politique. Un grand merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Bertie Bourdon, Roxane Poulain, Margot Page à la réalisation, Ludovic Auger ce soir à la technique.